Habitat paysan et constitution du paysage au Moyen-Âge, l'exemple du Quercy. Alors, bon, je regrette déjà le titre. Habitat paysan, peut-être il fallait parler d'habitat rural plutôt que d'habitat paysan, parce que vous allez voir que l'architecture qui constitue l'ossature de nos paysages n'est pas toujours une architecture de paysans, mais c'est une architecture de ruraux. Alors, la révélation, l'épaisseur historique dont parlait Mireille Gruber à l'instant, vous l'avez sous les yeux sur ce paysage que je vous montre en introduction, qui est un paysage du Causse de Gramat, sur lequel vous distinguez la stratification horizontale, le dolmen, la maison du XVIIIe siècle, le mas, et une maison du XIXe un peu plus loin. L'histoire de la connaissance, la révélation, la prise de conscience de l'intérêt de l'architecture rurale du Quercy, de l'architecture paysanne, date des années 42, des premiers inventaires qui ont été faits par le Musée des Arts et Traditions Populaires entre 42 et 46, je dis ça de mémoire, et des travaux qui ont été faits également par des amateurs. Le sujet a fait converger très rapidement des regards croisés qui sont ceux de l'amateur, de l'ethnologue, de l'archéologue, de l'historien. Beaucoup de publications dès 1946 par un pionnier qui est le docteur Kayla, Alfred Kayla, qui a publié jusque dans les années 1980 et qui a sorti les premiers livres sur l'habitation rurale du Quercy, et puis une première théorisation des problématiques liées à ce patrimoine par Michel Parent, qui était inspecteur général des monuments historiques et qui a été professeur à l'école de Chaillot et qui est probablement responsable en grande partie de l'intérêt que j'ai porté à ce sujet-là par la suite. Alors, les publications, donc on en voit quelques-unes. Vous voyez ici un échantillon de publications anciennes, de publications plus récentes. Celle que vous voyez en bas à gauche est sortie l'année dernière, était une sorte de reprint amélioré des premiers travaux du docteur Kayla. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui a vite pris, qui a vite suscité l'intérêt, et vous le voyez par le nombre des publications, je n'en ai mis que quelques-unes. Ça a fait les étals de libraires de la librairie Vincent Effréal pendant des années. Alors la première approche des amateurs est une approche un peu particulière. Elle fait appel elle nous révèle une architecture intemporelle, une architecture immuable, fondée sur des archétypes. Le docteur Kayla parlait des toits celtiques et des toits méditerranéens. Les toits celtiques pour désigner les toitures avec les maisons avec des très hautes toitures et des charpentes à forte pente. Les toits méditerranéens caractérisés par la tuile canal. Évidemment, la référence à l'époque celtique, à la civilisation, à la culture celtique est approximative, et c'est surtout un ressenti, un sentiment, plutôt qu'une appréciation fondée sur des recherches scientifiques incontestables. Surtout, on a fait valoir des types infrarégionaux. Il y a une maison quercinoise, mais on a fait ressortir plusieurs régions et plusieurs sous-types. L'habitation rurale du Quercy, la maison type du Quercy blanc. Donc le Quercy blanc, c'est la partie du sud du Quercy. Alors j'aurais dû peut-être préciser que le Quercy correspond grosso modo au département du Lot et une partie du département du Tarn-et-Garonne qui se situe entre Toulouse et Limoges. Voilà, donc on est dans le sud-ouest de la France. Et donc on a distingué des types. Alors vous voyez, c'est une architecture extrêmement séductrice, avec beaucoup de panache, beaucoup d'architecture, et c'est pour ça qu'elle a tout de suite intéressé les amateurs. Voilà un autre exemple de ces maisons qui font les meilleures pages des livres du docteur Kayla. Alors à chaque fois, j'ai essayé de vous mettre la localisation précise pour certains d'entre vous qui pourraient s'intéresser au département du Lot et prendre quelques notes. Ici, on est à Trébaille, à Villesec. L'habitation rurale du Quercy, elle est différente dans un pays qu'on appelle la Bouriane. Alors ces termes de pays sont des termes régionalistes, presque folkloristes. Ils n'ont pas une véritable assise, leur définition n'a pas une véritable assise historique. Mais bon, de fait, aujourd'hui, la région de Gourdon est désignée par tous les guides touristiques et tous les géographes comme étant la Bouriane. Bouriane qui vient de Bory, c'est-à-dire Bory vient de bœuf, c'est-à-dire qu'on est vraiment installé dans la rhétorique rurale. Vous voyez ces maisons avec deux pigeonniers très caractéristiques. En Quercy,
de l'Est, dans la région de Figeac, la châtaigneraie figeacoise, on a des maisons qui sont d'un type un peu différent. Vous allez voir ressortir un point commun qui est l'habitation en hauteur, avec un balcon, avec un perron, avec toute cette rhétorique un petit peu aristocratique. Les fermes du Ségala, là, c'est un ouvrage qui vient d'être publié par l'inventaire général, donc qui maintenant est du ressort de la région, qui était le grand projet d'État de Malraux, qui est devenu maintenant un projet décentralisé sur les régions, et qui continue ce travail. Et vous voyez ici la ferme du Ségala, typique. Bon, voilà. Donc ces premiers ouvrages ont tendu à faire ressortir des types régionaux, des différenciations régionales, voire des différenciations locales, et en suspendant les maisons typiques, en définissant des types suspendus dans l'histoire, intemporels, comme si la maison du Ségala ou la maison de la Bourriane avait toujours été telle que le docteur Kella l'a vue dans les années 1940. La maison du Causse de Gramat, que vous voyez ici, est devenue, dans un ouvrage assez récent, l'histoire du Quercy, qui a dû sortir dans les années 85 ou non, même 90, dans la célèbre collection des histoires de Privas, donne dans une première page, dans une pleine page, une image de la maison qu'on vient de voir précédemment, une maison qui est à Crasse, c'est un tout petit village qui fait 60 ou 70 habitants dans le Lot, est devenu l'archétype de la maison du Quercy. Alors ce qui est très curieux, c'est de voir dans un livre d'histoire une pleine page sur cette maison de Crasse, bel exemple de maison rurale dont la typologie a été définie par les ethnologues. Elle associe cave, cuvier, étage, etc. Mais on n'a pas de situation dans l'histoire. Une maison de quelle époque ? Du Moyen-Âge, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe. On voit bien ici que le modèle, l'archétype est totalement intemporel, même dans un livre d'historien et d'un livre d'histoire. C'est quelque chose qui est assez surprenant. Alors l'engouement pour les maisons paysannes du Quercy s'est traduit par l'apparition d'une revue, moyen public, à destination donc d'un public quercinois qui s'appelait Quercy Recherche, qui a arrêté, cette publication a arrêté je crois, il y a quelques années, mais pas plus, et elle a commencé dans les années 1970. Et puis, immédiatement, cette publication attire notre attention sur le fait que les ethnologues ont commencé à porter sur cette architecture rurale un regard plus scientifique, un peu plus technique, un peu plus élaboré. Alors voilà, j'aurais bien aimé vous montrer les relevés qui ont été faits entre 1942 et 1946 par les missions du Musée des Arts et Traditions Populaires. Ils n'ont pas été publiés, donc je ne les ai pas eus sous la main. Il y en a quelques-uns qui ont été publiés dans des revues, mais on a ce genre de relevés, donc on n'a plus ces images un peu folkloristes qu'on avait dans les livres précédents, mais on a cette fois-ci des relevés, des relevés de détails, des détails techniques. Et par exemple, Christian Lassure, qui est un ethnologue qui était très connu dans les années 70 et 80, a publié sur l'architecture du Quercy. On voit apparaître caractéristiques des habitats élémentaires, des notions nouvelles, l'habitat élémentaire, la maison élémentaire, c'est-à-dire que ce n'est plus la maison du Quercy, mais on va distinguer dans les maisons du Quercy élémentaires, élaborées. Le regard de l'historien, lui, attire notre attention sur le fait, donc là c'est un historien fondamental dans l'histoire du Quercy, Jean Lartigot, mais c'est un historien qui a décrit le processus de renouvellement de la campagne du Quercy après la guerre de Cent Ans. C'est une reconstruction complète. Une ville comme Sarlat ou Cahors, une ville comme Sarlat qui fait 10 000 habitants aujourd'hui, après la guerre de Cent Ans, on compte 11 habitants. C'est-à-dire que la peste a fait des ravages absolument phénoménaux, à la fois par le nombre des victimes et à la fois par la fuite des villes qui sont les centres de diffusion de l'épidémie. Donc vous voyez que Jean Lartigot avait réussi à trouver une maison ou deux qui soient susceptibles d'illustrer son propos historique. Donc la maison est ici une illustration de l'histoire, et vous avez ici, tiré de son livre, une maison du XVe siècle. L'archéologue
lui, jette un regard spécifique également, et lorsqu'il parle d'architecture rurale, là j'étais obligé de sortir des limites du département du Lot parce que rien de très particulier n'avait été fait dans les années 70 ou 80, mais le regard de l'archéologue est un regard qui s'enfouit particulièrement sous le sol, et qui va nous décrire une maison qui est en fait réduite dans son appréhension à des vestiges souterrains, des bases de fondation, des trous de poteaux. Et voilà ce que, dans un ouvrage très important, le village et la maison au Moyen-Âge, alors c'est Jean Chapelot et Robert Fossier, c'est vraiment des célébrités dans leur domaine, ils ne sortent de, par exemple, à Bergerac ou en Bretagne, que des fondations de maisons à partir desquelles ils restituent intellectuellement ce que pouvait être une maison au Moyen-Âge dans les régions qu'ils étudient. Alors les autoroutes, les tracés d'autoroutes ont donné l'occasion aux archéologues dans le département du Lot de faire quelques découvertes également, et ils nous expliquent une ferme au Moyen-Âge, ou une ferme du Moyen-Âge, aux Pêches de Bonal à Fontanes, dans le Lot, et une ferme du Moyen-Âge, vous voyez, c'est des traces encastrées dans le sol, ce sont des encoches dans un sol calcaire, et en fait on ne voit que le tracé au sol de ce qu'on appelle, l'archéologue va appeler une maison du Moyen-Âge. Donc vous voyez des regards extrêmement différents. Les choses changent avec un apport technique fondamental qui est la dendrochronologie. Alors la dendrochronologie, c'est une technique qui a été mise au point aux États-Unis et qui permet, en mesurant l'écart des cernes des bois d'œuvre, des poutres, des solives, des bois de charpente, qui permet de restituer l'état du climat qu'a connu l'arbre au moment où il a été abattu. Et de proche en proche, avec des étalonnages qui ont été faits à partir de bois dont la date d'abattage était connue, par exemple celui qu'on a abattu le jour même, on arrive à faire des courbes qui permettent de dater avec une précision assez stupéfiante des fois, notamment pour le chêne, à dater des bois d'œuvre. C'est-à-dire qu'on a pu, dans ces maisons, qui sont les premières maisons en élévation conservées complètement, qu'on a pu inscrire dans l'histoire, dans le temps, on a pu dire de ces maisons, alors qui ne sont pas du Lot, elles sont du Lot-et-Garonne, c'est très proche du Lot, c'est quelques dizaines de kilomètres, établir que ces maisons à empilage de bois étaient datées de 1585, 1610, on a pu sortir des dates assez précises pour ces maisons à empilage de bois qui étaient sans âge jusqu'à présent. La datation par dendrochronologie a permis de dater des bâtiments. Mais à l'inverse, un progrès a été fait significatif par le fait que des bâtiments bien datés ont permis de nourrir l'outil dendrochronologie. Par exemple, ici, vous avez une photo qui vous représente une grange du XVIIIe siècle. Alors, la date précise, je l'ai oubliée. Elle est gravée sur la porte d'entrée de la grange. Ça doit être quelque chose comme 1780 et quelques ou 1770 et quelques. Après avoir constaté que cette charpente tout à fait étonnante, que jusqu'à présent on désignait d'une façon très archétypale comme sous le nom de charpente à cruque, charpente en cruque, par référence à des modèles qui viennent du Pays de Galles et qui datent du XIIIe siècle, du XIVe siècle, que localement on appelle des charpentes à courbes, sont des charpentes avec qui sont dépourvues de pièces horizontales. Vous n'avez pas d'arbalétrier, vous n'avez pas d'entrée, vous n'avez pas d'entrée retroussée, vous n'avez que des arbalétriers qui sont parfois recourbés et qui portent directement sur les murs sans triangulation véritable. Et donc, à partir du moment où on constate que cette charpente est bien de la fin du XVIIIe siècle, en faisant les mesures sur l'espacement des cernes, on va avoir la courbe du XVIIIe siècle qui permettra de proche en proche d'étalonner d'autres édifices qui, eux, ne sont pas datés. Et là, ça change totalement la vision qu'on a de l'habitation rurale ou de l'architecture paysanne, parce qu'on va pouvoir l'inscrire précisément dans une époque ou une autre époque de l'histoire. Là, vous avez un autre exemple d'une grange qui est datée donc sur un entrée. Vous avez alors vous voyez que c'est une technique de charpente totalement différente. Là, vous avez des entrées, là, vous avez des pièces horizontales. Il s'agit d'entrées retroussées dans le cas présent. Et vous avez une date gravée sur une solive d'entrée, 1615, qui nous laisse penser, parce qu'on est naïf, mais que bon, on a quand même quelques raisons de croire à cette date, que la charpente a bien été faite en 1615 et que la mesure des cernes de bois va nous dire comment
quel était le climat qu'a connu le bois d'œuvre abattu en 1615 quand on l'a abattu. Après, il va falloir évaluer. Évidemment, les bois d'œuvre, il faut tenir compte du fait qu'il y a de l'aubier, que l'aubier peut manquer, qu'il y a des cernes qui peuvent manquer. Donc là, il y a des laboratoires très spécialisés qui ont établi des courbes avec des modulations et qui vont permettre de dresser une courbe de référence qui est valable régionalement. Et pour le Quercy, cette courbe est maintenant bien établie. Alors, ce travail d'enquête de laboratoire est financé par la région dans le cadre de l'inventaire général. Donc voilà où on en est au moment où l'opération d'inventaire est lancée par le département du Lot et par la région Midi-Pyrénées, et opération d'inventaire à laquelle j'ai eu la chance, le grand plaisir de participer, et qui nous a permis alors, cette opération d'inventaire avait un thème, c'était pas l'inventaire total de la cathédrale à la petite cuillère dans tous les domaines tels que ça avait été défini par Malraux dans les années 60, mais là nous avions un thème qui était l'architecture médiévale, et notamment l'architecture civile. Et donc rentrait dans le thème d'exploration les maisons paysannes ou les maisons rurales, et ça supposait une visite de la totalité des 350 communes du département du Lot. Cette mission d'inventaire nous a mis dans un certain désarroi parce que c'est une approche scientifique et on était censé être capable de situer les maisons que nous rencontrions et dont on prenait des relevés ou des photographies, de les situer dans l'histoire, de pouvoir les dater correctement, les mettre dans un ordre chronologique à peu près acceptable. Et ça n'a pas été facile d'entrée de jeu, jusqu'au moment où on est tombé sur cette maison, qui est une maison tout à fait extraordinaire et qui a eu un énorme intérêt pour nous. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure, mais quand même, je peux vous le livrer tout de suite. L'intérêt principal, c'est que cette maison n'offre aucun intérêt esthétique. C'est une maison banale, qui ne ressemble pas à grand-chose. D'ailleurs, soyons clairs, mon coéquipier, mon collègue Maurice Célès, avec qui je faisais l'inventaire, nous sommes passés devant à plusieurs reprises sans nous douter à un seul instant qu'elle nous concernait, puisqu'on s'intéressait à l'architecture médiévale, et cette maison sans architecture n'était pas pour nous. C'est une aide-soignante qui passait dans le village qui demandait pourquoi on regardait sa maison à elle, qui était en face, et on lui a expliqué. Donc, voilà, vous avez une maison qui date probablement du XIIIe ou du XIVe siècle. Ah bon, comment vous le savez ? Parce que les pierres sont agencées d'une certaine façon, parce que la forme de la fenêtre est d'une certaine façon, parce qu'il y a un chanfrein à tel endroit, parce que la souche de cheminée est comme ci et comme ça. Et cette jeune femme nous dit, à ce moment-là, si vous avez raison, donc la maison de mon grand-père, elle va vous intéresser parce qu'elle est forcément du Moyen-Âge. Et donc, elle nous amène à cette maison-là. Et quelques mois plus tard, il y avait une publication qui présentait cette maison comme un édifice médiéval rare. Alors, comment se présente cette maison ? Un pignon assez banal dans lequel vous avez... Alors, je vais essayer de maîtriser ma souris, voilà. Vous avez ici, vous voyez dans le pignon, une demi-croisée, on appelle ça donc une fenêtre avec une traverse. Vous en avez un agrandissement ici, elle est caractérisée par le fait que les encadrements sont bruts, il n'y a pas de chanfrein, et on a la chance d'avoir une date gravée sur le linteau, 1649. Donc nous savons que cette maison date au moins du milieu du XVIIe siècle. Sur la façade suivante, on aperçoit un certain nombre de percements. Et là, ce que je vous dis n'est pas seulement notre analyse, c'est l'analyse d'une jeune femme de 25 ans également, qui est aide-soignante et qui n'a pas fait d'études particulières. Ça, c'est un des intérêts de cette maison, c'est que ça nous a révélé sa valeur pédagogique. C'est-à-dire quand on explique la démarche a été susceptible immédiatement d'être transposée, être appliquée à ce bâtiment. Et sur ce bâtiment, vous avez la fenêtre de gauche. Alors, j'essaye de nouveau d'attraper, voilà, que vous voyez ici, que je vous montre ici sur un détail, qu'on rapproche à celle qu'on a vue tout à l'heure, et on voit qu'elle est du même type, mais que celle-ci a conservé son appui de fenêtre, que celle de droite a perdu, mais qu'elle a perdu en revanche sa traverse et le croisillon supérieur que l'autre avait conservé. Et là, pour les besoins d'un engrangement, on a défoncé la lège de la fenêtre pour faire passer du foin pour être au niveau du sol. Donc on voit que cette maison, en fait, de 1649 a été baissée, qu'au XVIIe siècle, elle était plus haute, puisqu'on a dû sectionner cette fenêtre.
Mais là, il y avait une autre fenêtre. Et cette autre fenêtre que vous voyez ici dans la photo en bas à droite, elle est d'un type et d'un style totalement différent. Elle a un appui différent, un matériau différent et elle est chanfreinée. Donc on pouvait supposer qu'elle n'était pas de la même époque. Et elle a des caractères stylistiques qui nous invitent à penser qu'elle serait plutôt du XVe siècle. De fait, entre la partie de droite de la maison, que vous voyez ici, et la partie de gauche, on a une coupure verticale qui nous indique que la partie de droite est plus ancienne que la partie de gauche. Pardon ? Alors chanfreinée, ça veut dire que l'arête n'est pas brute, mais elle est abattue par un angle coupé, par un pan coupé. On y reviendra tout à l'heure, je vous montrerai les chanfreins. Et cette fenêtre que l'on suppose être du XVe siècle, on s'aperçoit que pour l'installer dans la maçonnerie, il a fallu, vous voyez ici, faire un raccord. C'est-à-dire qu'en fait, cette fenêtre, on voit qu'elle a été repercée dans un mur plus ancien, et que ce mur plus ancien appartient à une partie de la maison qui est plus ancienne que celle du XVIIe siècle. Donc là, on commence à voir que derrière la maison de 1649, il y a une maison plus ancienne, et que dans cette maison plus ancienne, on a repercé une fenêtre. Et cette fenêtre repercée, voilà, j'ai un petit temps d'apparition pour la souris, que vous voyez ici, avec son chanfrein, les angles abattus, a elle-même succédé à une fenêtre plus ancienne, qui était ici, et qui avait également un pied droit avec un angle abattu. J'espère que vous le voyez bien sur les photos. Donc là, vous avez un agrandissement qui vous montre la fenêtre primitive qui est ici. Je m'arrête là. Mais ce serait intéressant de voir ce pied droit brut qui, lui, est encore antérieur à celui-ci. Donc vous voyez apparaître la stratigraphie d'une maison, une maison banale, et qui, de proche en proche, nous laisse supposer qu'elle appartient, en fait, à une époque extrêmement ancienne. On n'est pas plus précis pour l'instant, mais une partie du XVIIe siècle, une partie plus ancienne du XVe siècle, mais qui résulte elle-même du réaménagement d'un bâtiment plus ancien qui lui-même s'est substitué à un bâtiment encore plus ancien. Donc vous voyez qu'on peut remonter très loin dans le temps. À l'intérieur de la maison, alors vous voyez qu'elle n'est pas il y a quand même des peintures à refaire, il y a quelques travaux, mais vous voyez que ça c'est la fenêtre du XVe siècle, elle a une banquette et cette banquette a effectivement été réinsérée dans une maçonnerie qui était plus ancienne et à laquelle appartient cette armoire. Alors on appelle ça une armoire du latin armera, qui veut dire trou, un trou dans le mur. Et la fenêtre primitive est ici, avec, là je vous dessine, sa banquette et le pied droit de la fenêtre qui monte là. Là vous aviez la trace d'une cloison, là vous aviez la trace du sol de l'habitation primitive. Voilà le détail de la banquette de la fenêtre. Vous voyez, donc la fenêtre a été murée et cette banquette permettait de s'asseoir dans la fenêtre pour faire différents travaux, par exemple de la couture, de la lecture. Je ne suis pas sûr que les gens de cette époque-là avaient beaucoup de livres à leur disposition, mais c'est des endroits où on trouve par exemple souvent des graffitis, ce qui montre que les gens se mettaient à la lumière pour écrire et pour avoir diverses activités. Donc voilà les premières analyses que l'on en a faites. En violet, en vert, on a fait ressortir les parties qui nous semblaient appartenir au XVe siècle. En violet, ce qui nous paraissait antérieur au XVe siècle. Et en blanc à gauche, ce qui est plus récent. Ce sont des esquisses, simplement, parce qu'aujourd'hui même, alors cette découverte a été faite en 2008 ou 2009, mais aujourd'hui même, une équipe d'archéologues est sur place dans un programme de mise en valeur et va faire une étude archéologique complète de l'édifice. Et notre objectif était de garder la virginité archéologique de l'édifice, c'est-à-dire de ne pas déflorer le sujet pour intéresser notamment des jeunes archéologues qui sont donc présents sur le site aujourd'hui. Sur les autres faces, vous voyez quelques croquis qui vous montrent l'évolution de la maison. Ici, vous avez les vestiges d'un ancien pignon, puis une surélévation. Donc vous voyez que tout ça, ça ne ressemble pas à grand-chose. Nous contournons encore la maison, nous voyons cet angle arrondi ici, qui est d'une facture tout à fait particulière, mais qui ne se raccorde pas avec la partie de gauche, mais qui se raccorde avec la partie de droite. Et puis, sur la partie arrière, une maçonnerie extrêmement singulière, de petits moellons cassés, qui ressemblent à de la maçonnerie antique, de la maçonnerie romaine. Avec une porte arrière, couverte par un linteau, des pieds droits bruts et sans véritable pierre de taille.
À partir de là, de ces premières analyses, on a donc convoqué les dendrochronologues, je ne sais pas comment il faut les appeler, disons le laboratoire. C'est le laboratoire CEDRE qui est venu faire les prélèvements, et à partir de là, on a commencé à avoir quelques résultats. Pour la fenêtre compensette du XVe siècle, 1455, pour les charpentes, 1455, pour les linteaux des portes, 1455. Donc là, on commence à inscrire la maison dans une époque très précise, 1455, et on avait déjà 1649. Et pour les linteaux de cette porte-là que vous voyez, qui sont les linteaux en bois, 1202. Donc là, et ce n'est pas la partie la plus ancienne de la maison, peut-être. Voilà. Donc tout d'un coup, apparaît non seulement l'épaisseur historique, mais l'intérêt archéologique insoupçonné d'une maison banale qui en fait nous mettait sous les yeux ce que les archéologues cherchaient dans le sol depuis des décennies en ne trouvant que des fondations. Et là, ça change totalement le regard, parce qu'on a une architecture rurale qui est inscrite dans l'histoire, qui devient elle-même non plus une illustration de l'histoire, comme s'était servi Jean Lartigot d'une maison du XVe siècle, mais qui devient une source de l'histoire. C'est-à-dire que cette maison, qu'on peut dater précisément, est comme un parchemin, comme un document écrit, par son analyse, par son étude, va nous renseigner sur ce qu'était l'habitat rural au début du XIIIe siècle, au milieu du XVe siècle. Première découverte qui aurait fait bondir Jean Lartigot, l'historien du Quercy, 1455. 30 ans avant ce qu'il avait imaginé pour la reconstruction après la guerre de 100 ans. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus précoce qu'on le croyait. Ça change pas mal de visions. Donc à partir du moment où la maison devient rurale, l'architecture rurale peut devenir une source de l'histoire, elle s'inscrit de fait dans l'histoire de la constitution du territoire. Cette histoire de la constitution du territoire qui s'écrivait à coups d'églises, à coups de châteaux forts, s'écrit désormais également à coups de maisons. Alors, on ne va pas remonter au néolithique, à l'époque des dolmens, mais on s'aperçoit que... Alors le département du Lot, je le dis au passage, est le département de France dans lequel il y a le plus de mégalithes. Je suis désolé pour les Bretons, s'il y en a, mais voilà, les dénombrements sont là, c'est nous qui en avons le plus. Donc il y a des centaines et des centaines de dolmens. Ces dolmens sont très intéressants parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont presque toujours situés sur des lignes de crête sur lesquelles sont des chemins ruraux aujourd'hui. Ça veut dire que ces chemins ruraux ont probablement perduré depuis des périodes extrêmement anciennes qui peut-être remontent à l'époque néolithique. Ce que nous racontent les bâtiments conservés, c'est d'abord l'époque d'un habitat dispersé. Alors pour les archéologues ou les historiens les plus fins, pardonnez-moi, je vais un peu tailler les choses, les dessiner à grands traits, c'est-à-dire être un petit peu abrupt et un petit peu caricatural peut-être. Habitat dispersé, il y a de l'habitat également au Moyen-Âge, l'habitat groupé. Mais l'habitat rural est en général un habitat dispersé. Bien sûr, dans l'Antiquité, il y a un point fort dans le territoire quercinois qui est la cité, la civitas. On vient de découvrir d'ailleurs l'ancien amphithéâtre de la ville de Cahors à l'occasion du percement d'un parking souterrain. Et donc la cité des Cadurques est une cité importante avec peut-être le deuxième ou le troisième en importance parmi tous les amphithéâtres de la Gaule romaine. Et dans la campagne, autour de la cité, il y a une vie rurale avec des habitats plus ou moins fortifiés, plus ou moins ouverts, qui ont laissé, par exemple, des vestiges tels que ce mur très épais, c'est un mur qui fait 8 mètres d'épaisseur, qu'on a découvert en faisant l'inventaire, et qui correspond, par sa constitution, à ce que Jules César décrit du Murus Gallicus, c'est-à-dire le mur à la méthode gauloise. Ce sont des murs de 8 mètres qui sont étrésillonnés par des pièces de bois qui font toute l'épaisseur du mur. Jusqu'à quelle hauteur ils pouvaient monter, je ne sais pas, mais on a ces fortifications très importantes. Ce qui nous est parvenu également, ce sont les anciens oppidas, un oppidum, des oppidas, qui ont été réutilisés au Moyen-Âge par l'aristocratie féodale qui a installé des châteaux forts. Par exemple ici, l'oppidum de Saint-Céré, que vous voyez sur la photo en petit ici, et cet oppidum qui est un endroit de repli, domine un endroit habité qui est le vicus. Parfois c'est la civitas,
et ici c'est le Vicus, et donc l'endroit habité à l'époque gallo-romaine, c'est celui qui est toujours habité aujourd'hui, la ville de Saint-Céré, au pied de son oppidum. Un autre exemple d'oppidum, très intéressant, Cap de Nac-le-Haut, récupéré par un castrum médiéval, et qui domine une petite bourgade qui est à ses pieds, que vous voyez, qui s'appelle Vic. Alors là, le toponyme nous renseigne d'une façon très précise sur le fait que le Vicus était, d'une façon très classique, au pied de l'oppidum. L'espace rural de l'époque antique est organisé autour des villas, des villae. Il en reste quelques-unes. Là, je vais zapper quelques périodes importantes de l'histoire. On va aller vite pour se recentrer très vite sur l'habitat rural, sur les maisons rurales. Mais il nous reste de ces villas un certain nombre de vestiges. Ces villas dont les lieux de culte, qui étaient des lieux de culte païens, se sont transformés à partir du 2e, 3e siècle en lieux de culte chrétien, 4e, 5e siècle. Et on voit ici, par exemple, le cas d'une petite chapelle rurale qui est en plein champ, mais dans les labours qui sont autour, on trouve tous les vestiges, les poteries de la villa romaine qui a précédé cette église. Ici, dans le cas de l'église de Pauillac, au-dessus, nous sommes dans un territoire qui a été désigné dans les textes du 9e siècle et 10e siècle sous le nom de Vicairie. Alors Vicairie, c'est une division administrative qui correspondrait à peu près au chef-lieu de canton actuel, mais qui est établie sur une ancienne villa. Et la vicariat, c'est l'endroit où exerce le viguier, le vicarius, qui est le vicaire. C'est très compliqué. En fait, on ne sait pas si ça vient de vicus ou si ça vient de vicarius, qui est le remplaçant, qu'on trouve dans vice-consul, vice-roi, Voilà. Mais bref, on a ces vicariats, et ces vicariats sont parvenus jusqu'à nous sous la forme d'églises avec des chevets quadrangulaires, qui sont des typologies d'églises extrêmement anciennes, même lorsqu'elles ont été reconstruites au XIIIe siècle, comme c'est le cas ici. Le réseau paroissial commence à s'établir au 5e et 6e siècle, et nous laisse quelques vestiges. Les bornes, cette borne qu'on appelle la borne des 3 évêques, est une borne de division entre 3 paroisses. Et puis sur le réseau paroissial se superpose un autre réseau d'organisation rurale qui est celui du château notamment à motte, établi sur une motte, sur un pêche, sur un talus. Ce sont des termes locaux pour désigner toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire ces implantations féodales qui sont parfois portées sur des cartes du XVIIIe siècle. Vous avez un petit extrait en haut à droite de la planche, et qui ont porté autrefois des fortifications qu'on a pu retrouver en fouille à l'intérieur de la motte. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette motte de Morélis, à Castelnau-Montratier, où on a retrouvé ce donjon qui est emmotté, c'est-à-dire comme on ne sait pas construire des constructions de pierre sur une motte de terre qui est meuble, donc on fait descendre la construction de pierre à l'intérieur de la motte jusqu'au rocher. Et en fait, cette motte est une sorte de fausse motte. Mais au pied de la motte, ce qu'on découvre, la fouille nous fait découvrir un habitat subordonné qui est tel que les archéologues les aiment bien, c'est-à-dire conservé sous forme de fondation, mais qui nous montre qu'au pied de la motte féodale, il y a un habitat qui s'est développé et qui a laissé des traces. L'alternative à la motte, c'est la roque. Alors, en termes médiévaux, la motta ou la rocca. Il manquerait la illa. On peut se servir d'une île également, comme on a fait à l'Uzèche. Et la rocca, c'est une cavité de falaise, plus ou moins fortifiée, mais qui a une capacité à organiser le territoire rural autour d'elle. Donc voilà des exemples de ces roccas qui ne sont pas franchement des habitats féodaux, c'est de l'habitat rural, vous voyez, c'est extrêmement rudimentaire, c'est extrêmement sommaire. Là, on peut penser que ce sont des constructions du XIe siècle qui sont conservées et qui posent d'ailleurs des gros problèmes d'entretien et de conservation pour des raisons techniques et des raisons de propriété. Et autour de la rocca, il y a également un habitat subordonné qui s'installe dans les falaises. Par exemple, à Cabreret, alors si vous visitez le Lot, vous entendrez parler dans tous les guides touristiques des châteaux du diable. Vous avez ici ce qui reste de la fortification probablement seigneuriale, et puis les trous d'encastrement qui nous montrent que tout au long de la falaise, il y avait un habitat subordonné qui poursuivait
la construction en pierre. Vous voyez ici, dans la photo du bas, les trous d'encastrement de poteaux, et on commence à comprendre que bien qu'elles soient totalement enchâssées dans un milieu de calcaire, dans un milieu où la pierre est omniprésente, ces constructions étaient en bois. Mais on commence à comprendre également pourquoi, quelle était la difficulté d'extraction de la pierre. Le réseau paroissial fait naître des églises dispersées, des églises probablement situées dans un habitat extrêmement diffus. On ne retrouve pas de traces, on trouve bien sûr les traces des cimetières et des nécropoles, mais il est rare qu'on trouve des traces d'habitats groupés autour de ces églises primitives, qui sont caractérisées par les angles arrondis ou par des portes d'entrée en trous de serrure. Vous voyez un exemple en bas, on appelait ça de la construction visigothique autrefois. On sait maintenant, on arrive à comprendre que ça s'ancre plutôt à la charnière du XIe et du XIIe siècle. Et même en ville, dans la Civitas, l'ancienne Civitas, comme Cahors, les enquêtes liées au secteur sauvegardé ont permis de s'apercevoir que dans des îlots qui datent du XIIIe siècle ou du XIVe siècle, qui sont parfois plus anciens, vous avez ici le repérage d'une maison primitive, une sorte de maison mère, qui était enchâssée au cœur de l'îlot et qui nous font comprendre que la ville de Cahors, avant le XIIe siècle, était probablement une ville qui présentait un aspect rural, c'est-à-dire de petites maisons pavillonnaires implantées au milieu d'enclos qui se sont loties par la suite par des maisons à front de rue. Et vous avez ici la découverte d'une de ces maisons extrêmement anciennes. Donc vous voyez le pignon, ici, que je dessine avec la souris, et un élément de charpente à cadre, qui étaient des charpentes sans entrée, sans ferme, et qui étaient directement enchâssées dans la maçonnerie. Donc là, alors c'est très intéressant de voir que ces maisons, non seulement changent totalement la vision qu'on avait de la ville, mais on se posait quand même des questions. Pourquoi dans des villes qui existent depuis l'époque antique, on ne trouve jamais de vestiges antérieurs au XIIe siècle dans les façades sur la rue? Et on commence à comprendre que les maisons les plus anciennes, en fait, sont au milieu des îlots. On l'a découvert à Rouen, on l'a découvert pour la première fois à Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, on l'a découvert à Périgueux également, et donc c'est un phénomène qui commence à être bien repéré. Au passage, on note que ces maisons sont dans les endroits où on fait les curetages, c'est-à-dire que dans lesquels tous les secteurs sauvegardés jusqu'à présent ont prévu la démolition de ce qui encombrait le cœur des îlots et qui empêchait la lumière, dans une vision un peu sanitaire, qui empêchait la lumière de rentrer. Voilà. La deuxième phase, c'est l'habitat regroupé. C'est à partir du XIIe siècle qu'on voit s'organiser autour d'une abbaye des bourgs, ou parfois autour d'une petite église rurale, comme dans le cas de Touzac, un bourg fermé de quelques maisons. On a même du mal à appeler cette agglomération un bourg. C'est vraiment une dizaine de maisons regroupées autour de l'église, mais qui forment un habitat non seulement groupé, mais un habitat fermé. Une autre forme du regroupement, c'est le village ouvert autour de l'église romane. Et nos enquêtes ont montré qu'on avait plus de 250 églises romanes dans le département du Lot, donc on a des vestiges assez bien conservés. Un cas particulier nous fait revenir à Uzès-les-Oules, parce que dans ces villages regroupés autour de l'église romane, l'essentiel des maisons date aujourd'hui du XIXe siècle, à première vue. Et tout le problème est dans le « à première vue ». À Uzès-les-Oules, donc la fameuse maison médiévale qu'on a vue tout à l'heure, nous avons une église qui propose une stratigraphie un peu complexe. Elle est simplifiée ici en 3 ou 4 époques. L'origine est du XIIe siècle. Mais dans le village lui-même, et j'ai repéré, alors la maison que nous avons étudiée tout à l'heure est située ici, mais nous avons 2 autres maisons, une qui est ici et une qui est là. Il y a un cercle qui est parti, mais bon, il faut le restituer par la pensée. Cette maison que vous avez ici, la voilà. C'est une maison apparemment banale, construite en plaquettes de calcaire, mais on voit la trace d'un arc médiéval qui a disparu et une fenêtre avec un linteau-bois, un pied droit chanfreiné, qui présente exactement les mêmes caractères techniques que ceux de notre maison médiévale de tout à l'heure. Autre maison médiévale, alors celle-ci est bien repérée par le cercle, celle-ci, à laquelle on n'avait pas vraiment fait attention lors du premier passage, et lors du second passage, c'était légèrement trop tard, mais la photo vous montre ce qui reste d'une maison médiévale qui est en train de partir à la pelleteuse pour céder la place à quelques places de stationnement. Donc voilà ce qu'il en reste, mais
c'est quelques exemples. On a repéré d'autres exemples qui sont moins évidents et qui sont moins photogéniques pour vous les montrer aujourd'hui. Mais voilà, dans ce village d'Uzès-les-Oules, en fait, ce n'est pas une maison médiévale, mais peut-être une collection de 2, 3 ou 4 maisons médiévales qui subsistent, ce qu'on n'aurait absolument pas soupçonné avant nos enquêtes. Alors la période du regroupement, c'est une période également de reconstruction, où le Quercy se reconstruit sur lui-même. Les fortifications de falaises se reconstruisent, en voilà un exemple. Et au pied de ces fortifications de falaises, là où un archéologue du XIXe siècle nous avait livré un repérage, dans les broussailles, on s'aperçoit qu'effectivement existent des maisons rurales qui peuvent dater, là je dis entre guillemets, avec des points d'interrogation et des précautions, qui datent probablement de la fin du XIIe siècle ou de la première moitié du XIIIe siècle, et qui sont dispersées dans ce qui est aujourd'hui un cône d'éboulis général envahi par la végétation. Voilà un autre castrum. Alors l'organisation rurale qui s'organise, qui se forme autour du château, autour de la motte féodale, c'est le castrum. Et voilà un autre exemple de castrum, Montcabrier, où vous avez ces maisons avec des angles arrondis qui présentent les mêmes caractères que les églises du XIe siècle qu'on a vues tout à l'heure. Alors nous savons maintenant que les maisons, les deux que vous voyez, ne sont pas du XIe siècle, elles sont du XIIe siècle, très certainement, mais on a copié à l'époque les modèles des maisons du XIe siècle, qui étaient... Les angles arrondis se justifiaient par le fait que ça permettait de construire une maison sans avoir de tailleur de pierre susceptible de tailler les pierres d'angle. Et dans un deuxième temps, par une sophistication qu'on connaît bien aujourd'hui, on s'est mis à tailler des pierres en rond pour faire des angles arrondis, comme à l'époque on n'avait pas de tailleurs de pierre. Voilà. Mais on a des textes qui nous montrent que la première vertu d'une maison, et ses premiers titres d'existence, en fait, l'ancêtre du permis de construire, c'est son existence. À partir du moment où une maison peut prouver qu'elle a une ancienneté, elle est de fait exonérée de permis de construire. Donc on comprend bien pourquoi on construit, il y a du prestige dans la mode ancienne, et il y a également du droit dans la mode ancienne. Donc voilà ces maisons tout à fait extraordinaires qui n'ont jamais été étudiées, du castrum, de Pestillac. Le plan vous en fait apparaître 3, il y en a probablement 4 ou 5, donc qui sont dans un état de conservation plus ou moins bon, mais vous voyez qu'elles sont quand même conservées en élévation, et que pour un archéologue des années 70, c'est quelque chose d'absolument inconcevable. Voilà un autre exemple, vous voyez ces maisons rurales, ici, qui se sont établies, là vous les voyez sur la photo, au pied du Cinctus supérieur, c'est-à-dire de l'enceinte supérieure du castrum, qui lui-même s'est établi sur l'ancien oppidum, avec ses fenêtres romanes. Bon, vous voyez dans quel état ça se présente. La restauration ici a, j'allais dire, a bénéficié à l'une d'entre elles, pour dire qu'elle a frappé l'une d'entre elles aussi. Mais voilà, ça c'est des points de vue après qu'on va développer tout à l'heure. Le castrum n'est pas forcément quelques maisons autour du donjon, c'est-à-dire de la motte, mais peut développer un habitat beaucoup plus important, comme ici à Puy-l'Évêque, où c'est un véritable bourg, une petite ville, qui s'établit auprès du donjon, avec des maisons médiévales tout à fait constituées, comme celle-ci, qui date du XIIIe siècle, et qui fait partie on va dire, du quartier aristocratique, et puis une ville haute, avec des maisons également assez représentatives, assez opulentes, et puis une ville basse, avec des maisons beaucoup plus modestes. Toutes ces maisons, Puy-l'Évêque, une ville qui compte à peu près 300 ou 400 habitants maintenant, et vous avez 40 maisons médiévales dans le bourg de Puy-l'Évêque, ce qui est un patrimoine absolument sidérant. Et elles sont là, elles sont présentes, elles existent encore, et on peut les inscrire dans le temps. Ce sont d'ailleurs déjà des maisons en hauteur, vous voyez que celle du haut à droite a sa porte d'entrée, qui est une porte d'entrée basse et une porte d'entrée haute. Donc voilà d'autres exemples, on va passer assez vite. Parfois, les habitants du bourg castral obtiennent l'autorisation de se constituer eux-mêmes en fortification, c'est-à-dire de former un anneau autour de la tour féodale. Arrive une autre forme, alors là au milieu du XIIIe siècle, d'habitat regroupé, qui est le castelnau planifié. Donc c'est un castrum, mais qui est rationalisé. Et là, on voit l'esprit français rationnel qui arrive en 1250 avec les Capétiens dans notre région. Et voilà un autre exemple d'un castelnau particulier qu'on va appeler une bastide, qui est Montcabrier. Et dans cette bastide de Montcabrier, quelques maisons. Vous voyez en noir sur le plan à droite le repérage de ces maisons médiévales qui datent toutes du XIIIe ou du XIVe siècle. À partir du moment où l'habitat se regroupe, la petite chevalerie qui était autrefois dans le castrum se libère et chacun construit
à l'extérieur de la Bastide ou du castrum, sa tour féodale, dans un espace rural où on a du mal dans les textes à faire la distinction entre le chevalier et le laboureur. Le laboureur peut être le fils du chevalier, le frère du chevalier, un frère un peu ayant fait quelques études va devenir notaire ou va devenir ecclésiastique, va devenir vicaire. Bon, bref. On aménage la rivière, nous avons donc le territoire rural commence à s'organiser avec des barrages, avec des ponts, avec les ancêtres des écluses qu'on appelle des passelis, et un habitat rural se développe dans ce qui est une circonscription administrative liée au château, qui est la châtellenie. Voilà ces maisons rurales qui datent du XIIIe siècle et qui sont à l'interface, comme on dirait aujourd'hui, entre le repère entre la maison noble et la maison paysanne. En voici une, alors on les appelle des masses, des repères, des bories. Le masse, c'est la version paysanne, la borie, c'est la version bourgeoise, le repère, c'est la version, on va dire, aristocratique et noble, de ce qui est à peu près la même chose dans tous les cas. En voici un autre exemple, avec sa fenêtre géminée du XIIIe siècle. Un autre exemple où là, le caractère aristocratique de la demeure s'est affiché par l'ostentation d'une tour avec des créneaux. Vous voyez, les créneaux sont conservés sur la photo du haut. Vous voyez la découpe des anciens merlons et des créneaux. À l'intérieur, un habitat extrêmement sommaire. Vous voyez la trace de l'escalier dans l'enduit de la maison en haut à droite. Et vous voyez que l'escalier, c'était une échelle. Habitat aristocratique ou pas, il est rural. Et on monte à l'étage par une échelle. Et monsieur et madame s'y plient. Vous avez la fenêtre avec sa banquette, tout est en place, et c'est tout un patrimoine donc médiéval qui commence à se constituer et à entrer dans l'histoire et à apparaître par des vestiges qui sont parfaitement conservés du point de vue de l'archéologue. Évidemment, du point de vue de l'habitant, il y a peut-être quelques travaux à faire. Après la guerre de Cent Ans, 15e et 16e siècle, les cartes enregistre des lotissements parfois très spectaculaires, comme celui du Causse de Caylus, que vous voyez ici, sur la carte IGN, sur la carte au 25 millième, et qui se traduit dans le paysage de cette façon-là. Vous voyez que c'est des lotissements. Donc on voit bien, là, notre historien nous l'a décrit, l'aristocratie locale qui est maître du sol, mais maître d'un sol sans habitants, sans paysans, sans agriculteurs, fait venir des colons, et distribue des parcelles sous forme de lotissement à ces nouveaux colons qui viennent des régions de montagne qui n'ont pas été frappées par la peste. Les négociations sont certainement assez âpres dans l'établissement des colons et on sent bien, les textes nous disent que ces colons obtiennent d'être non pas seulement considérés comme des exploitants du sol, mais comme des vassaux du seigneur, du propriétaire du sol, et donc d'un rang sinon équivalent, mais de même nature. Et donc, ils ont un statut, d'une certaine façon, un statut de possesseur ou un statut de propriétaire, mais c'est un peu un abus de pouvoir de dire propriétaire. Donc voilà ces lotissements au sol qui peuvent se traduire en pierre par des réseaux de pierres sèches, de murets, qui sont sans âge aujourd'hui, mais qui pourraient très bien remonter pour certains d'entre eux. En tout cas, ils sont établis sur les anciennes divisions parcellaires du XVe siècle. Et les maisons. Les maisons des colons, les voici. Elles sont dispersées dans la campagne, parfaitement conservée, voilà une maison du XVe siècle. Avec un arc brisé, une porte en arc brisé, donc c'est une maison en hauteur, une croisée d'un type spécial qui est typiquement quercinoise, le caisson de latrine, donc il y a le confort à l'extérieur, à l'intérieur, il y a les commodités, une porte arrière comme dans la maison d'Uzech-les-Oules, on sent qu'il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. Ça c'est la rançon de l'insécurité. Et voilà des détails qui nous montrent que non seulement on a une architecture assez élaborée, mais on a également du bois et du bois d'œuvre d'origine qui va alimenter les recherches des laboratoires de dendrochronologie. Je vais vous montrer quelques exemples. On a découvert comme ça plusieurs centaines de maisons du XVe siècle dans un état de conservation plus ou moins satisfaisant. Pour nous, pour notre usage personnel, de notre point de vue, les moins occupées étant les plus intéressantes. Donc en voici un autre exemple. Ces maisons sont parfois dans un état de délabrement à la limite de la rupture. Et vous voyez, dans celle-ci, la charpente est en train de partir, mais c'est une charpente du XVe siècle ou du XVIe siècle. Voilà l'intérieur, la fenêtre, avec ses menuiseries d'origine, les volets,
avec le petit trou au milieu du volet pour donner du jour. Il n'y a pas de vitre quand les volets sont fermés, qui est un minimum de jour dans la pièce. L'escalier intérieur, donc là on voit cet escalier de charpente qui est une échelle isolée par une cloison en planche. Un autre exemple, dont on a fait l'étude à l'occasion de l'inventaire, avec la cheminée. La cheminée, c'est un arbre qui traverse la pièce de part en part. Il a été sectionné ici, mais vous le voyez dans le mur apparaître à l'extérieur de la maçonnerie avec cette poutre qui en a protégée par une petite dalle traversante et qui est le manteau de la cheminée. C'est un véritable arbre qui traverse, avec la version plus récente, vous voyez, enchâssée à l'intérieur, encastrée à l'intérieur. C'est bon. La porte d'entrée avec le verrou, probablement d'origine, l'entrée de serrure qui a été refaite au XVIIe siècle, porte en arc brisé, chanfreiné, donc on est dans une rhétorique architecturale qui est la même que celle du XIIIe siècle. On est dans la continuité. Les charpentes en place, du même type que celle du Zech-les-Oules. Parfois, encore plus fort, les décors peints. C'est-à-dire que dans cette maison qui ne ressemble pas à grand-chose, qui date du XVe siècle, vous avez encore le décor peint sur les poutres de cette remise qui sert à faire sécher le tabac ou les oignons. D'où les fils de fer. Et vous voyez toujours la fenêtre à traverse avec ses volets en bois, ici, qui étaient dépourvus de vitrage. Là, une maison un peu extraordinaire, elle est aux limites du département du Lot et de l'Aveyron. Alors vous voyez que ces maisons n'ont pas une architecture On est loin des archétypes du docteur Kella du début de la projection. Mais à l'intérieur, vous avez les placards, les menuiseries du placard avec les vantaux de fermeture, le décor peint autour du placard, la porte des WC, la fenêtre à croisée avec ses 4 volets, la fenêtre trilobée avec son volet, la porte de cave ajourée pour qu'elle soit bien aérée, le décor peint. Donc vous voyez, on est dans un univers qui est totalement différent de celui qu'on a vu au début de... C'est pas un cours public évidemment que je fais, c'est un parcours d'une certaine façon. On fait un parcours et on voit que là on est dans une dimension qui n'a plus rien à voir avec la maison typique de pays du docteur Kella. Mais on est dans des maisons du XVe siècle. Alors le goût, on peut discuter du goût, hein, le citronnier peint sur les murs comme ça, c'est... voilà. Un phénomène tout à fait intéressant, c'est celui des maisons doubles. Il est intéressant parce que l'historien Jean Lartigot l'avait trouvé dans les textes et nous le trouvons sur le terrain. Il aurait été très étonné de voir ça, de voir ces maisons doubles. Vous voyez ici 2 propriétaires qui se sont mis d'accord pour construire en pleine campagne 2 maisons contiguës en économisant de l'espace et un mur mitoyen et un mur pignon. Voilà un autre exemple de ces maisons doubles avec une regrettable méprise de l'architecte qui a fait la restauration et qui a voulu absolument mettre une arcade médiévale ici, à l'emplacement où était l'escalier, qui permettait d'arriver à la porte du haut. D'autres exemples de ces maisons multiples, alors qui peuvent être doubles, qui peuvent être triples. Ici, celle-ci avait été repérée en 1985 dans le Ségala, c'est-à-dire dans l'est du département. Voilà un autre exemple de maison triple. Alors ces maisons qui sont en cours de réhabilitation sont évidemment des documents absolument exceptionnels sur la reconstruction des campagnes du Quercy après la guerre de 100 ans entre le XVe et le XVIe et le XVIIe siècle. Et on voit soit des associations de propriétaires, soit des familles qui s'agrandissent. Le fils se marie et il va agrandir l'hostal, c'est-à-dire la maison du père, en poursuivant, en prolongeant la maison du père, peut-être un oncle, quelque chose, je ne sais pas. Là, on a une recherche historique à faire pour baliser d'une façon plus précise les modalités d'établissement de cette architecture. Ici, voilà encore une maison triple, une qui a grandi au XIXe siècle d'un étage, mais ce sont des maisons au sol. Alors vous avez des maisons en étage et des maisons au sol, avec porte d'entrée en accolade, petite fenêtre, cheminée datée de 1565. Donc là, on a le jalonnement chronologique qui nous inscrit une de ces maisons dans la deuxième moitié, dans le milieu du XVIe siècle, on va dire. Donc je passe vite ici. Cette période de l'après-guerre de 100 ans se poursuit bien après le XVe siècle et le XVIe siècle. Au XVIIe siècle, on continue à construire avec les mêmes critères, le même vocabulaire architectural, que ce soit la maison noble
ou que ça soit la maison paysanne. Voilà l'exemple d'une petite maison paysanne entièrement couverte de lauze, avec sa demi-croisée qui était fermée par des grilles, qui est ornée d'une accolade et sur laquelle est gravée la date 1604. Donc là, sans la date, on aurait daté cette maison du XVe siècle. Celle d'Uzèche-les-Oules, sans la date, on l'aurait datée de la fin du XVe siècle et du milieu du XVe siècle. Celle-ci, on l'aurait datée de la fin du XVe siècle, elle est du début du XVIIe siècle. Donc les critères stylistiques sont à relativiser, mais l'approche archéologique va nous permettre de préciser l'évolution de cette architecture qui se stabilise pendant presque 2 siècles, disons un siècle et demi, entre 1450 et 1650. Voilà les études qui ont été faites sur cette maison. Alors ce sont des études très sommaires parce qu'on a fait l'inventaire du département en 3 ans. Le repérage s'est fait en 3 ans. Donc ça a été extrêmement rapide. On doit donc en conclure qu'il s'agit d'un pré-repérage. Donc le travail maintenant d'analyse, la deuxième vague de repérage doit être faite à partir de maintenant. Autre piège, voilà, cette porte du XVe siècle, stylistiquement, est datée de 1680. Donc on va passer assez vite. On va quitter le Moyen-Âge maintenant pour faire une petite intrusion dans le XIXe siècle et dans la période moderne, pour voir à quel point le Moyen-Âge a pu marquer l'architecture également de cette époque moderne. Voilà notre maison archétypique qu'on voyait tout à l'heure dans les livres d'histoire. La voilà telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et ce qui nous frappe, c'est que bâtie dans la première moitié du XIXe siècle ou le milieu du XIXe siècle, elle a rompu avec les canons architecturaux des époques précédentes en se dotant d'un insigne, d'un marqueur social extrêmement ostensible qui est la tour. Ce que Michel Parent interprétait comme une version rurale du donjon. En fait, je pense que son analyse était assez pertinente. La tour et l'escalier extérieur en pierre, porté sur un arc, là, voilà une piste de recherche. Vous voyez que la structure de ce qu'on appelle localement le bolette, et qui est le perron couvert qui permet au propriétaire de la maison de recevoir son hôte en le dominant du haut de son escalier, comme le faisait Charlemagne du haut de son palais, eh bien, le paysan propriétaire, le pagès du Quercy du XIXe siècle, en fait, se met dans la situation qui était celle du seigneur du XIIIe siècle. Vous voyez le palais des rois de Majorque avec l'escalier extérieur, le perron couvert, la porte d'entrée, la rhétorique architecturale est la même. On comprend qu'au moment de l'abolition des privilèges, les paysans lotois, qui ont été quand même un des berceaux du radical socialisme, n'ont pas du tout interprété l'abolition des privilèges comme une abolition, mais comme privilège pour tous. Et que donc chaque paysan, dès lors qu'il était propriétaire, s'est autorisé à habiller sa maison de ce qui était les signes extérieurs d'aristocratie dans l'habitat des siècles précédents. Ce n'est pas une spécificité lotoise. On a retrouvé ça également à Cluny, parce que cette maison, qui est une maison aristocratique, est également une maison de propriétaire, donc une maison de vigneron. Ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, n'importe quel centre d'exploitation viticole s'appelle un château, quel que soit l'aspect de la maison et le statut juridique de la maison sous l'Ancien Régime. Et donc, à Cluny, dans cet ancien pays viticole où la vigne s'est retirée au phylloxéra, comme dans le Lot, on trouve exactement la même typologie de ces maisons avec perron extérieur et tours pigeonniers, girouettes, enfin, tout l'habillage. On a même parfois une rhétorique tout à fait particulière qui est celle du pigeonnier dissocié, de quelques mètres d'une ruelle. Et ça, c'est un archétype. C'est un véritable modèle particulier aux régions telles que le Quercy, qui sont des régions où la féodalité avait un statut particulier et où le châtelain n'était jamais propriétaire de sa tour. Donc le fait qu'il ne soit pas propriétaire de sa tour, la tour était la partie du château qui était rendable, donc que pouvait confisquer à n'importe quel moment le suzerain, et donc détacher du logis, parce que c'est elle qui porte tout le statut féodal de l'habitation seigneuriale.
Et on voit ici ce paysan de la vallée de la Thèse qui a, à Montcabrier, qui a reproduit exactement ce modèle. Donc on voit comment l'habitat du XIXe siècle, finalement, s'est imprégné de ce qui étaient les modèles architecturaux de l'aristocratie du XIIIe siècle. Tous les propriétaires, tous les paysans du Quercy au XIXe siècle ne sont pas propriétaires, et on commence à comprendre que un paysan non propriétaire a le devoir de construire une maison, non pas en hauteur avec un perron extérieur, un bolet et un pigeonnier, mais une maison au sol. Ce que les ethnologues appelaient, dans les images qu'on a vues précédemment, une maison élémentaire. Donc en voilà quelques exemples. Autre exemple de maison élémentaire qui montre la permanence des occupations, ici, au pied d'un ancien castrum de falaise, à Sauliac-sur-Célé. Que se passe-t-il à partir du milieu du XXe siècle? Il se passe un événement tout à fait fondamental. Je ne me permettrai pas, je ne tenterai pas de l'expliquer, de l'analyser, mais on voit un basculement. Ici, dans cet intérieur que j'ai photographié en 1984, c'est non seulement la présence du chauffe-eau et la présence du réfrigérateur, mais c'est surtout la présence de la télévision. Et on voit ici les derniers instants d'une culture qui était immuable. Effectivement, il y avait quelque chose de vrai dans les approches du docteur Kayla et des ethnologues du milieu du XXe siècle, qui a quelque chose d'immuable depuis le XIXe siècle, qui n'a pas changé et qui va changer tout d'un coup. La collectivité va se dissoudre. Chaque paysan, maintenant, va disposer du spectacle individuel qu'offre la télévision. Il n'y a plus besoin de sortir sur la place du village. Il y a un mode culturel qui est totalement bouleversé et qui est non pas provoqué par la télévision, mais qui est illustré ici par l'apparition de la télévision. C'est le moment également où apparaît le goût pour la restauration, le retour à la terre. Les citadins viennent s'emparer des maisons rurales et leur trouvent un intérêt, ont lu les livres du docteur Kayla, ont lu les ouvrages, les premières enquêtes du musée des arts et traditions populaires, sont peut-être allés visiter le musée, et s'emparent du Quercy avec un mouvement associatif important. Les CAUE viendront un peu plus tard, et on commence à s'intéresser à la façon de restaurer, aménager et construire une maison en Quercy. Les maisons paysannes de France sont très moteurs dans ce domaine, et on voit apparaître donc quelque chose qui n'aurait pas pu se concevoir au XIXe siècle, au XVIIIe siècle ou au XVe siècle. Au XVe siècle, on restaure des maisons. On restaure les maisons quand elles sont en ruine et qu'il faut les sortir de la ruine. Mais on ne restaure pas une maison telle qu'elle était au XIIIe siècle parce qu'elle a été endommagée, qu'il y a eu un linteau en béton inopiné, que voilà, on n'est pas dans une démarche de restauration d'un état idéal, d'un état de référence antérieur qui va servir de modèle. Non. Là, ça apparaît à ce moment-là. Vous voyez les concours, concours René Fontaine, alors, personne très importante dans l'histoire de la restauration des maisons médiévales et des musées de plein air. L'état avant, l'état après, on ne reconnaît pas dans l'état après. On a une très belle maison, plus quercinoise que quercinoise, mais on ne reconnaît plus la maison d'avant. Et là, c'est un problème, évidemment, pour le chargé d'inventaire que nous sommes, c'est de savoir dans quelle catégorie on va situer une maison comme celle-ci, le résultat final. Maison du début du XIXe siècle remaniée au XXe, ou maison du XXe établie sur des vestiges antérieurs. Qu'est-ce qui va primer dans le résultat final? Là, on est confronté à une véritable difficulté qui fait que des fois, on a laissé de côté la maison et on a essayé de parler d'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette maison qui a été primée et restaurée en 1995-1996, ces travaux ont été faits au lendemain de la sortie par Quercy Recherche d'un dessin d'une maison typique qui représente exactement la même chose. Donc là, il y a un soupçon que le modèle de la maison archétypique défini par l'ethnologue dans les années 70 soit devenu l'argument de la restauration d'une maison authentique du début du XIXe siècle et qui est devenue maintenant une maison authentique du milieu de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, les
L'argument touristique fait que la maison rurale du Quercy, l'ancienne maison rurale du Quercy, devient un thème identitaire extrêmement fort dans le devenir touristique et économique du Quercy. Donc voilà la carte postale de l'habitat paysan du Quercy, résultat d'une restauration, on va dire, établie sur des modèles romantiques. Il était inconcevable de faire pousser de la vigne vierge comme ça sur le mur d'une maison paysanne du 19e siècle jusque dans les années 1950. Vous voyez que la carte postale montre quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est une absence totale de vie. Pas de voiture, pas de chien, pas de personne, volets fermés. Et tous les ouvrages qui seront consacrés à la maison paysanne à partir des années 1980, contrairement à l'époque du docteur Kella, montreront des photos de maisons totalement dépourvues d'une vie contemporaine, parce que les représentations, les sécrétions de la vie contemporaine sont devenues anachroniques. C'est-à-dire que ce qui est contemporain devient anachronique. On tombe sur une difficulté qu'a l'imagier, celui qui participe à l'imagerie du département du Quercy, qui est de masquer tout ce qui peut rappeler le 4x4, la boîte aux lettres, le compteur EDF, etc. Voilà. Donc vous voyez là, et les photographes sont parfois, doivent faire des prouesses pour éliminer tous ces signes extérieurs de vie contemporaine. On restaure également les murets de pierre sèche et les réseaux, ici au bénéfice d'une exploitation de fromage de chèvre, qui fait de l'image de marque dans la restauration, fabrique de l'image de marque dans la restauration du paysage. Ça, c'est quelque chose qui est très important à noter. Est-ce que c'est une manifestation d'une culpabilité, mais on réintègre l'image de marque du département Quercy par la caselle de pierre sèche sur le rond-point, toute neuve, devrait servir de modèle à quelques restaurateurs, parce qu'elle est parfaite. Mais voilà, bon. Et là où on voit les modèles ethnographiques donc, de la maison de pays qui ont été utilisés dans la restauration, la réhabilitation, elle, prend comme modèle le modèle pavillonnaire. Notre maison qui plaisait tant à Jean Lartigot, vous la voyez à gauche, vous la voyez à droite aujourd'hui. Alors cette photo choque. À chaque fois qu'on la montre, elle choque le public, parce que le public voit une maison totalement défigurée. Je dois dire que de notre point de vue, de l'historien, de l'archéologue, de l'inventorieur, elle nous a paru parfaitement conservée. C'est-à-dire que nous, on n'avait rien à dire. Et elle est impeccable. La fenêtre est toujours en place, la porte d'entrée est toujours en place, le toit, la charpente a été conservée. On peut faire encore une fiche d'inventaire fournie, renseignée sur cette maison-là. Simplement, elle a totalement été pervertie dans son image par la référence à l'habitat pavillonnaire, avec le store, la petite barrière, les géraniums, les bégonias, etc. Bon, bref, les jardinières. Parce que nous avons une difficulté dans notre habitat rural, c'est de le faire rentrer, de lui accorder une dimension patrimoniale. Et qu'on a bien compris, et ça nous a été expliqué sur tous les tons, qu'une maison doit être habitée ou alors elle disparaît. C'est-à-dire que l'idée qu'une maison soit considérée comme un monument, comme un document, comme qu'on lui donne une valeur de patrimoine, c'est-à-dire qu'on la retire du cycle, qu'on en fasse une exception culturelle d'une certaine façon, est quelque chose qui reste inconcevable. Une maison, c'est le même cas pour les maisons urbaines que pour les maisons rurales. C'est sujet de discussion aujourd'hui à perte de vue. Une maison doit continuer à être habitée ou mourir. Voilà la mort. Donc la maison extraordinaire qu'on a vue tout à l'heure, vous avez l'état avant et vous avez l'état après. La maison élémentaire, voilà. Et là, vous assistez à la mort, à la fois de la destruction, la disparition d'une maison élémentaire probablement très ancienne, et également la disparition d'un parcours à moutons, c'est-à-dire que c'est toute une économie agraire qui a disparu, et ce parcours à moutons est envahi aujourd'hui par des arbres, par des genévriers. On dit que le paysage se ferme, mais ça, on parlera de ce phénomène-là lors d'une autre présentation. Reste l'architecture contemporaine,
qui statistiquement est celle-ci, et dont on voit qu'elle fait appel, alors que la réhabilitation de l'architecture ancienne pouvait faire appel au modèle pavillonnaire, le pavillonnaire fait lui-même appel au modèle de l'architecture ancienne, dont on a vu tout à l'heure que c'était bien les modèles médiévaux, modèles aristocratiques médiévaux. Je soupçonne la sortie du livre Maisons et paysages du Quercy d'avoir inspiré les constructeurs des maisons que vous avez sous les yeux. Le soupçon est très fort, c'est à peu près contemporain. Voilà. Il y a des expériences un peu plus audacieuses. Là, je vous le montre parce qu'on arrive à la fin de la projection pour le plaisir. C'est une personne qui est en train de construire qui est une maison plus quercinoise que quercinoise. Là, on arrive à la sublimation du modèle et construit entièrement à la main. Et là, on a démonté récemment, cette photo, je l'ai prise cette semaine, on a démonté la rampe de bois qui, comme chez les Égyptiens, permettait d'amener les brouettes au premier étage pour construire. Voilà. C'était destiné quand même à faire l'étiquette d'une bouteille de vin. En fait, le négoce de vin est exactement en face, de l'autre côté de la rue. Et là encore, on est comme dans les murets de pierre sèche de tout à l'heure, dans de l'image de marque. Ce qu'on ne pouvait pas montrer dans les maisons contemporaines, c'est dans les maisons médiévales, les maisons rurales restaurées, c'est la vie qui s'installe autour de ces maisons, de ces modèles néo-ruraux, avec le 4x4, la barrière, les agrès, les balançoires, le banc de jardin, les bouleaux, espèce d'arbre totalement étrangère au pays de calcaire et sec qu'est le Lot. Là, je pense que j'ai pas beaucoup d'espoir sur la survie possible de ce boulot. Vous avez ici, complètement à gauche, le lampadaire de type urbain. Donc vous avez toute une rhétorique nouvelle qui, pour l'instant, n'a pas valeur de patrimoine, mais sur laquelle, peut-être demain, on s'interrogera de savoir si elle n'est pas le dateur d'une époque qui poursuit les modèles médiévaux d'une façon nostalgique, voilà. Encore, là, pratiquement au XXIe siècle. Hein. La maison, elle est construite en 2007 ou 2006. Donc, que faire à partir de cet éventail? La maison d'Uzèche-les-Oules offrait un intérêt, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de n'avoir aucun visage architectural particulier. Donc, elle nous a permis d'éviter cet écueil fondamental qui était lorsqu'on présentait aux élus une maison qu'on avait repérée, dont on avait fait ressortir l'ancienneté et la valeur de documents construits, d'avoir la réponse « Ah, vous avez raison, monsieur Séraphin, cette maison est magnifique ». Et vous avez raison, cette maison est magnifique, le danger est là. C'est-à-dire qu'on ne la considère pas comme ancienne, on la considère comme magnifique. Avec le danger qui arrive immédiatement derrière, c'est que l'architecte qui va intervenir dessus, ou le propriétaire, va la rendre encore plus magnifique. C'est-à-dire qu'il va surenchérir sur l'esthétique de la maison. Et là, c'est très difficile de dire, mais non, l'intérêt, c'est pas qu'elle est belle, c'est qu'elle est ancienne et qu'elle est un document. Là, quand on a présenté cette maison aux élus, ils n'ont pas pu dire qu'elle était magnifique. C'était absolument impossible. Donc, ils ont été obligés de prendre en considération qu'elle était ancienne, qu'elle constituait un document, et que le programme d'aménagement de logement qui devait se faire à l'intérieur n'était plus pertinent. Et de ce fait, la mairie et le conseil général se sont mis ensemble pour acheter cette maison et la sortir du circuit économique habituel. Aujourd'hui, il y a un programme archéologique qui se lance dessus. Il y aura également un programme pédagogique, c'est-à-dire que la capacité d'une personne qui est aux antipodes des préoccupations de l'archéologue, la capacité qu'elle a eue de lire la chronologie de cette maison avec quelques explications, nous laisse penser que des enfants de 12 ans ou de 10 ans devront pouvoir également lire cette maison, à condition qu'il y ait un commentaire. Et ils pourront comprendre quel est le travail de l'archéologue et ils pourront comprendre quel est l'intérêt de cette maison qui, à part celui-là, n'offre pas d'intérêt. Le premier test, ça a été la journée porte ouverte dans les monuments historiques. Bon, c'est pas extraordinaire. Vous comptez les personnes, mais vous voyez qu'il y a des parapluies, il pleut. C'est la première journée porte ouverte dans les monuments historiques où on ouvre cette maison et où on a tout de même un public qui nous fait dire que, alors vous avez dans la porte Nicolas Bru, qui est le conducteur d'opération pour le conseil général de l'opération de l'inventaire, donc c'est le maître d'ouvrage,
Et vous voyez ici se dessiner un avenir pour cette maison qui est totalement différent de l'avenir qu'on aurait pu concevoir il y a quelques années. Et c'est là que maintenant s'ouvre la question de la conservation des édifices pour la conservation, c'est-à-dire de leur attribution d'une véritable dimension de patrimoine, qui n'a pas besoin de se justifier sur d'autres plans, c'est-à-dire d'avoir conservé une maison qui ne sera pas habitée, qui sera simplement conservée en l'état, qui sera montrée, qui sera visitée. Opération qui nous paraît extraordinaire et tout à fait singulière et nouvelle dans un département comme le Lot. Alors il y a d'autres expériences, hein. Vous avez les musées de plein air où on a démonté et transporté des maisons. Il y en a un très, très important dans les Landes, il y en a en Alsace. Ici, il est hors de question de transporter des maisons en pierre. Il est d'ailleurs intéressant de noter que ces musées de plein air d'architecture rurale sont maintenant désignés sous le terme d'écomusée, c'est-à-dire qu'on a perdu dans la désignation même du musée la dimension documentaire des édifices qui étaient présentés dedans au profit du concept environnemental, cadre de vie. Et là, l'idée est en train de naître donc de la constitution d'une réserve, c'est-à-dire que l'on pourrait à l'avenir mettre en place, définir des enjeux de conservation et mettre en place des stratégies de conservation. Donc voilà, je voulais terminer sur cette maison. La question est de savoir si cette expérience pourrait s'étendre à la maison que vous avez vue tout à l'heure, et qui présente un intérêt tout à fait exceptionnel, dont on est en train de penser qu'on pourrait la classer monument historique. Elle va passer en CRPS, avec un danger, c'est qu'elle a été achetée par des particuliers qui sont très bien intentionnés, qui sont des gens très sympathiques, mais qui n'ont pas compris immédiatement l'intérêt de volet que vous voyez ici, et ce volet leur a été très utile pour chauffer le chantier les journées d'hiver, quand il faisait un peu froid pour manier les brouettes. Donc voilà, je vous montre ce volet comme une relique qui a déjà disparu, et nous terminerons sur cette image qui est à la fois une image qui n'est pas une image désespérante, mais une image d'espoir, parce que la prise de conscience que c'est ça que nous voulons conserver, elle est en train de se faire. Je vous remercie.